Sais-tu ce qui se passe quand tu arrêtes de courir après les autres? Quand tu retires ton attention? Quand tu refuses, une fois pour toutes, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Tu deviens un mystère. Et le mystère crée l'obsession. Car ce que tu ne valides pas, ce que tu ignores, devient soudain plus puissant que tout ce que tu dis. Tu n'imagines pas à quel point l'indifférence peut déséquilibrer un esprit. Tu n'imagines pas combien de personnes tiennent leur pouvoir uniquement parce que tu leur donnes de l'importance. Et le jour où tu retires ce pouvoir, le jeu change. Brutalement. Il y a 500 ans, un homme l'avait compris mieux que personne. Un stratège. Un observateur froid du pouvoir et des comportements humains. Son nom, Nicolas Machiavel. Et s'il a écrit Le Prince, ce n'est pas un hasard. Ce livre, il l'a rédigé en étudiant un homme qui incarnait le pouvoir brut dans sa forme la plus glaçante, César Borgia. Fils illégitime du pape. Séducteur, manipulateur, impitoyable. César Borgia n'avait pas besoin de supplier pour être respecté. Il n'exigeait rien. Il inspirait la peur. Et il obtenait tout, en restant maître du jeu, maître de ses émotions, maître de son silence. Dans cette vidéo, on va plonger dans cette logique. On va voir comment l'indifférence, quand elle est maîtrisée, peut devenir une arme de domination silencieuse. Pas la version romantique qu'on trouve dans les livres de développement personnel, mais la vérité crue, tactique, que Machiavel a codifiée en observant les loups qui gouvernent le monde. À la fin, tu ne verras plus jamais une réunion, une relation ou un conflit de la même façon. Tu comprendras les fils invisibles du pouvoir, et tu sauras comment les tirer, ou les trancher sans que personne ne s'en aperçoive. Commençons avec César Borgia, la figure qui a inspiré Le Prince. En 1503, il était au sommet de son pouvoir. Duc de Romagne, commandant militaire, il était l'homme le plus redouté d'Italie. Machiavel, alors diplomate à Florence, l'observait avec une fascination presque scientifique. Borgia ne dominait pas par des armées invincibles ou des richesses infinies. Il dominait par une aura d'invincibilité, un mélange de charme, de ruse et de menace. Lorsqu'il entrait dans une pièce, son silence imposait le respect. Ses ennemis, comme les condottieri italiens ou les familles rivales telles que les Sforza ou les Colonna, hésitaient à l'attaquer, non pas parce qu'il avait les ressources les plus vastes, mais parce qu'il semblait toujours avoir un plan, une stratégie secrète qu'il gardait pour lui. Il manipulait ses alliés avec une précision chirurgicale, les liant à lui par la peur ou la promesse de récompense, tout en dissimulant ses véritables intentions derrière un masque impénétrable. Machiavel notait dans ses rapports que Borgia incarnait la vertu ou cette qualité rare qui combine audace, intelligence et maîtrise de soi. Par exemple, en 1502, à Senigallia, Borgia invita des condottieri rebelles à un banquet, feignant la réconciliation, pour mieux les faire exécuter dans la nuit. Ce genre de coup, audacieux et imprévisible, renforçait son image d'homme intouchable. Mais en 1507, tout s'effondra. Après la mort de son père, le pape Alexandre VI, Borgia perdit son principal soutien. Il commença à dépendre de ses alliés, notamment les seigneurs espagnols et italiens. Cette dépendance était une fissure dans son armure. Lors d'une bataille à Viana, en Espagne, ceux en qui il avait confiance l'abandonnèrent. Il fut poignardé, son corps jeté dans un fossé comme celui d'un vulgaire brigand. Machiavel tira une leçon brutale de cette chute, ils ne te préviennent jamais avant de te trahir. Ils sourient, partagent ton repas, te serrent la main, et attendent le moment parfait pour frapper. Dans un monde où la perception est plus mortelle que la réalité, montrer que tu as besoin des autres est une condamnation. Prenons une histoire plus proche de nous, en France. Michael, un diplômé d'une grande école de commerce parisienne, était une étoile montante dans une entreprise de conseil basée à la Défense. À 30 ans, il avait tout pour lui, un parcours académique brillant, des collègues qui l'admiraient, des supérieurs qui le voyaient comme un futur cadre dirigeant. Il gérait des projets stratégiques pour des clients du CAC 40, et son nom circulait pour une promotion à un poste de direction. Mais lors d'une réunion cruciale avec les partenaires de l'entreprise, Michael commit une erreur qui semblait anodine. Sous la pression d'un projet particulièrement exigeant, il laissa échapper une phrase « J'ai vraiment du mal à tout gérer sur ce dossier, j'aimerais qu'on m'épaule un peu ». C'était une admission honnête, un moment de vulnérabilité qu'il pensait humain, presque admirable dans une culture d'entreprise qui prône parfois la transparence. Mais il venait de saigner devant les loups. 2 mois plus tard, Michael était sur la touche, évincé de l'entreprise, son poste donné à un collègue moins qualifié mais plus stratégique. Sa collègue Sarah, une consultante discrète mais calculatrice, avait profité de cette faille. Dans l'ombre, elle avait glissé au partenaire que Michael ne supportait pas la pression, que ses doutes révélaient une faiblesse incompatible avec un rôle de leader. Sarah n'eut pas besoin d'attaquer ouvertement. Elle observa, attendit, et frappa au moment parfait. Michael n'était pas incompétent. Il n'était pas brisé. Mais il avait eu l'air brisable, et dans le jeu du pouvoir, l'apparence de fragilité est une sentence de mort.
Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il n'a pas survécu aux intrigues de Florence en étant le plus fort ou le plus aimé. Il a survécu en paraissant intouchable. Dans Le Prince, il ne parle pas de muscles ou de richesse, il parle de perception. Les gens ne te jugent pas sur ce que tu es, mais sur ce que tu sembles être. César Borgia, dans ses jours de gloire, ne dominait pas par des armées invincibles. Il dominait parce qu'il projetait une aura d'assurance, un mélange de séduction et de menace qui désarmait ses adversaires avant même qu'il ne passe à l'action. Mais lorsqu'il montra sa dépendance, lorsqu'il laissa entrevoir qu'il avait besoin de ses alliés, la fissure devint une fracture, et la fracture devint sa chute. L'indifférence, c'est l'antidote. Quand tu cesses de te soucier de l'opinion des autres, quand tu refuses de leur donner le pouvoir qu'ils cherchent, tu deviens une énigme. Et les énigmes terrifient. Laissez-moi partager une expérience personnelle qui m'a marqué, ici en France. À 27 ans, j'ai lancé ma première entreprise, une petite agence de marketing digital basée à Paris. Au début, tout semblait prometteur, des clients réguliers dans le secteur de la mode et de la tech, des contrats solides, une équipe motivée. Mais un an plus tard, la réalité me rattrapa. Un client majeur, qui représentait près de la moitié de nos revenus, rompit son contrat du jour au lendemain pour des raisons internes. Les factures s'accumulaient, les salaires devenaient difficiles à payer, et j'avais exactement 347 € sur mon compte bancaire. Mes associés paniquaient. L'un d'eux, Marc, me prit à part dans un café du 11e arrondissement et me dit « On est fini, il faut vendre ce qui reste et partir avant de couler complètement. » J'étais terrifié. Je passais mes nuits à calculer comment payer le loyer de mon petit appartement à Belleville, à me demander si j'avais tout perdu, mes économies, ma réputation, mes rêves. Chaque matin, je me réveillais avec une boule au ventre, l'impression de marcher sur un fil au-dessus d'un précipice. Mais je savais une chose, si je montrais ma peur, si je laissais voir à quel point j'étais vulnérable, tout s'effondrerait, l'entreprise, la confiance des investisseurs, ma propre crédibilité. Alors, chaque jour, je faisais un choix. Je mettais mon plus beau costume, je me rasais soigneusement, je prenais un expresso brûlant dans un bistrot près de République, et j'entrais dans les réunions avec une confiance absolue. Je parlais de l'avenir comme si le succès était inévitable. Je présentais des stratégies pour attirer de nouveaux clients, je fixais des objectifs ambitieux pour les 6 mois à venir, je souriais comme si rien ne pouvait m'atteindre. Étais-je confiant? Pas du tout. J'avais l'impression de jouer un rôle, de tenir un masque qui pouvait se fissurer à tout moment. Mais je savais que la perception crée la réalité. Un investisseur, qui était à 2 doigts de retirer son argent, m'appela un soir. Il me dit, j'allais partir, mais quand je t'ai vu si calme au milieu du chaos, j'ai su que tu pouvais tenir. J'ai décidé de doubler mon investissement. Cette décision sauva l'entreprise. Pas grâce à un miracle, pas grâce à mes compétences techniques, mais grâce à l'image que j'avais projetée. J'avais l'air intouchable, et cela suffit pour changer le cours des choses. Machiavel ne parlait pas de philosophie abstraite dans Le Prince. Il donnait des instructions tactiques, des règles de survie pour un monde où la confiance est un luxe que tu ne peux pas te permettre. La première règle du pouvoir, c'est « ne saigne jamais devant les loups ». Peu importe à quel point tu souffres, peu importe les tempêtes qui te déchirent de l'intérieur, ne montre jamais tes blessures. Pas de plainte sur les réseaux sociaux, pas de confidence à des collègues ou des amis qui n'ont pas besoin de savoir, pas de crise visible. Souffre en silence. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu montres une faiblesse, quelqu'un observe et calcule. Quelqu'un attend le moment où tu baisseras la garde pour frapper. Michael l'a pris à ses dépens, son erreur n'était pas d'avoir du mal, c'était de l'admettre devant tout le monde. Les loups chassent les proies qui boitent. Même si tu es à terre, relève-toi, redresse les épaules, et regarde le monde comme si rien ne pouvait t'arrêter. Prenons un exemple historique pour enfoncer le clou. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline participait aux conférences alliées avec Winston Churchill et Franklin Roosevelt, notamment à Yalta en février 1945. Les diplomates américains étaient déconcertés par son comportement. Churchill faisait des discours enflammés, pleins de passion et de rhétorique, défendant les intérêts britanniques avec une verve théâtrale. Roosevelt charmait l'auditoire avec son sourire et son charisme, cherchant à rallier tout le monde à sa vision d'un monde d'après-guerre. Mais Staline? Il restait silencieux. Il observait, les yeux mi-clos, presque invisible dans l'ombre. Il parlait peu, et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient brefs, précis, lourds de sous-entendus. Cette tenue rendait tout le monde nerveux. Les autres leaders se demandaient, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il prépare? Et c'était exactement ce que Staline voulait. Son silence était une stratégie. Il créait une aura d'imprévisibilité, et l'imprévisibilité est un pouvoir. À la fin de Yalta, Staline obtint des concessions majeures, un contrôle accru sur l'Europe de l'Est, des avantages stratégiques pour l'URSS ou non parce qu'il était plus éloquent ou plus charmant, mais parce que son silence forçait les autres à projeter leur peur sur lui. Ils avaient peur de ce qu'il pourrait faire,
et cette peur lui donnait l'avantage. Machiavel aurait reconnu cette tactique immédiatement. Il écrivait dans Le Prince que plus tu parles, plus tu donnes d'armes à tes ennemis. Plus tu te tais, plus tu deviens une menace. Si personne ne sait ce que tu penses, il commence à imaginer le pire. Et dans un monde où la perception est tout, faire peur est souvent plus efficace que faire plaisir. Machiavel ne voulait pas que tu sois aimé, ou il voulait que tu sois craint, respecté, intouchable. Pour cela, il faut maîtriser l'indifférence. Voici 3 règles tactiques pour y parvenir. Premièrement, ne saigne jamais devant les loups. Peu importe à quel point tu souffres, projette une force inébranlable, même si tu te sens brisé à l'intérieur. Deuxièmement, sois imprévisible. Parle peu, observe beaucoup, et laisse les autres deviner tes intentions. Troisièmement, sois prêt à perdre. L'indifférence n'est crédible que si tu es vraiment prêt à tourner la page, à quitter la table, à laisser partir ce que tu prétends ne pas vouloir. Comment appliquer cela dans ta vie? Prenons 3 scénarios concrets. D'abord, les relations personnelles. Imaginons que tu es dans une relation amoureuse ou amicale, où l'autre te prend pour acquis. Tu envoies des messages, tu fais des efforts, mais eux? Ils répondent à peine, te laissent dans l'incertitude. La plupart des gens réagissent en insistant, en demandant des explications, en montrant leur frustration. Erreur. Tu viens de leur donner tout le pouvoir. À la place, adopte l'indifférence. Arrête de texter en premier, arrête de courir après leur attention. Pas par colère, mais parce que tu décides que ton temps vaut mieux que cela. Concentre-toi sur toi, travaille sur tes projets, sors avec d'autres amis, investis dans ce qui te fait grandir. Dans la plupart des cas, ils reviendront. Pourquoi? Parce que leur ego ne supporte pas ton silence. Ils veulent se sentir nécessaires, validés. En leur retirant cela, tu les forces à courir après toi. Machiavel dirait, fais-toi désirer, jamais indispensable. Ensuite, le travail. Tu veux une augmentation, une promotion, ou simplement plus de respect dans ton équipe. La pire chose à faire est de supplier ou de montrer à quel point tu veux ce poste. Cela te rend vulnérable, prévisible. À la place, adopte l'indifférence stratégique. Continue à faire un travail irréprochable, mais change ton attitude. Arrête de dire oui à toutes les demandes, arrête de rester tard juste pour impressionner. Mentionne, l'air de rien, que tu explores d'autres opportunités ou pas une menace, juste une remarque subtile. Ton patron commencera à se demander, et s'il partait? Cette peur le poussera à te valoriser. J'ai vu cela fonctionner pour un collègue qui stagnait dans son poste à Paris. Il commença à refuser des tâches hors de son rôle, poliment mais fermement, et à parler vaguement d'un « projet personnel ». En un mois, son patron lui offrit une augmentation pour le garder. L'indifférence crée l'urgence chez les autres. Enfin, les conflits. Quelqu'un te provoque, un collègue jaloux, un membre de ta famille, un troll sur Internet. Ton instinct te pousse à répondre, à te défendre, à prouver que tu as raison. Ne le fais pas. Rien ne désarme plus un adversaire que l'indifférence. Si tu ignores leur pic, si tu refuses de rentrer dans leur jeu, ils s'épuisent tout seuls. Leur colère a besoin de ta réaction pour exister. Sans carburant, elle s'éteint. J'ai vécu cela avec un concurrent qui critiquait mon travail sur les réseaux sociaux. J'aurais pu répliquer, me justifier, mais je choisis de ne rien dire. Je continuais à avancer, à publier, à réussir. Au bout d'un moment, ces attaques devinrent ridicules, parce que personne ne voyait de réponse de ma part. Il finit par se taire, et je gagnais sans dire un mot. Machiavel le savait, le silence est une arme. Utilise-la. Mais l'indifférence ne fonctionne pas seule. Elle doit être soutenue par une solidité intérieure. Machiavel n'était pas un manipulateur sans cœur, il était pragmatique. Il voulait que tu survives dans un monde où les sourires cachent des couteaux. Pour cela, investis dans toi-même tes compétences, tes passions, ta santé mentale. Quand tu sais qui tu es, l'opinion des autres perd son poids. Tu deviens naturellement indifférent, parce que tu n'as plus besoin de leur validation. C'est le vrai pouvoir, la liberté de ne dépendre de personne. Alors, comment commencer? Identifie une situation où tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un. Peut-être attends-tu un message qui ne vient pas, ou stresses-tu pour impressionner un collègue. Décide, maintenant, de lâcher prise. Pas par colère, mais pour toi. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, ton travail, ton énergie, ton avenir. Les gens qui t'ignoraient reviendront. Ceux qui te sous-estimaient te respecteront. Et ceux qui voulaient te blesser perdront leur emprise. Machiavel ne voulait pas que tu sois aimé, mais craint, respecté, intouchable. Où vas-tu jouer l'indifférence? Dis-le-moi en commentaire, partage cette vidéo, et abonne-toi pour d'autres leçons brutes sur le pouvoir. À très vite.